Chiffré à 16,6 milliards de dollars américains, le projet de budget 2024 déclaré recevable à l'Assemblée nationale mais envoyé pour examen approfondi à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Quels sont les indicateurs d'un budget en augmentation? Plusieurs questions y entrées avec ces sujets. On en parle tout de suite dans votre émission de passement budgétaire dans nos institutions. L'ODEP scandalisé. Est-ce qu'il a raison d'être scandalisé? D'ailleurs, on se posera également la question de savoir qu'est-ce qu'ils font avec tout ce qui constitue le dépassement budgétaire dans nos institutions. On va également évoquer la question de la loi Mbaou. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cette loi qui a déjà été débattue à l'Assemblée nationale. Où en sommes-nous? Est-ce nécessaire aujourd'hui de voter une telle loi? Et puis, si le temps nous le permet, on va également parler de Martin Fayulu. Vous comprenez qu'il s'agit de lui. Il cherche déjà à déposer sa candidature à l'élection présidentielle. N'est-ce pas là trahir ceux qui l'accompagnent? C'est votre émission Décrypteco et pour ces 4 sujets, j'ai 2 invités sur ces plateaux. Ejid Ngbené, assistant, chef de travaux, assistant ici à l'Ecofin Télévision, mais face à lui, Tony Antoine Di Bendila, journaliste. Merci à vous d'être toujours disponible pour cette émission Décrypteco. Voilà, d'entrée de jeu, Ejid Ngbené chiffré à 16,6 milliards de dollars américains, le projet de budget déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Parlez-nous un peu, vous avez eu quand même le temps d'étudier ces projets de loi et entrer avec le budget. Essayez un peu de nous parler des innovations que vous avez constatées dans ces projets de loi. Merci Madame Betty pour la parole. Merci à Ecofin TV. Unique chaîne où on parle de l'économie. Nous parlons de l'économie presque tous les jours, chaque semaine, tout le mois et toute l'année, disons régulièrement. Chiffré à 16 milliards, chiffré à 16,6 milliards, en francs congolais c'est 40 milliards et quelques. En termes d'innovation, oui, on a vu qu'ils ont innové. J'ai déjà entendu le Premier ministre parler de la diversification de l'économie, ça c'est de 1. Mais en plus, en termes d'innovation, là où ils ont dégagé, ils ont dit que le budget qu'ils ont alloué au secteur agricole, ils ont alloué 12% de budget au secteur agricole. C'est une grande innovation. Parce que je me souviens en 2009 ou 10, quand ils sont partis aux accords de Maputo, les Maputo d'abord avaient suggéré qu'on augmente le budget de l'agriculture à 10 ou 10%, quelque chose de comme ça. Et ils ont fait plus que ça. Et ils sont allés jusqu'à 12%. Allez-y comprendre. Et ils avaient parlé de 30%. Mais dans le moi c'était 3%. Déjà je vois que c'est une innovation de quitter à 3 jusqu'à 12%, c'est déjà beaucoup. En plus le secteur agricole c'est un secteur créateur d'emplois, créateur de richesses, créateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on alloue le budget, ou soit qu'on augmente le pourcentage lié à ce secteur, on suppose qu'on va mettre fin sur beaucoup de choses, surtout sur la problématique de la pauvreté, la problématique de l'emploi sera résolue. Parce qu'une fois on dit que le secteur agricole, c'est un secteur qui donne un ton au développement. Vous voyez un peu, je prends le cas. J'aime toujours revenir sur le cas de Boukangalonzo. Parce que l'argent qu'on avait investi à Boukangalonzo, si Boukangalonzo réellement était fonctionnel, on allait voir toutes les chaînes de valeur que Boukangalonzo allait donner, comment ça allait résoudre les problèmes de l'emploi et les problèmes les problèmes de l'emploi et les problèmes les problèmes des importations et des exportations. Parce que l'économie congolaise, c'est une économie qui importe. Nous sommes une économie, disons, importateur. C'est-à-dire que, mais une fois, vu qu'ils ont alloué 12%, je suppose que la demande intérieure, quand je parle de la demande intérieure, je parle de l'augmentation de la production intérieure en biens de consommation, c'est-à-dire que ça va augmenter. C'est à ce moment-là qu'on peut faire face à l'étranger. C'est-à-dire qu'on va produire localement en grande quantité, on va consommer la partie restante de ce qu'on va faire quoi, on va exporter. Donc, du coup, on peut résoudre, si la volonté politique y est, on peut résoudre la problématique de l'importation alimentaire. Voilà, Tony Antoine Di Bendila, avez-vous également le même point de vue que Ejid Ngbené? Je crois que comme chaque année, il y a toujours des innovations dans différentes lois de finances, comme l'année dernière et aujourd'hui justement. Nous avons cette loi de finances, en fait, le projet de loi de finances 2024, inaugure ce que le Premier ministre appelle le
budget programme. Les experts en économie savent ce que cela signifie exactement. C'est-à-dire ils ont pris 7 ministères pilotes qui vont commencer avec ces mécanismes de budget programme pour l'exercice 2024. Mais moi, je voudrais plutôt souligner un aspect des choses. Vous savez, tant que l'exercice du budget 2024, ou encore tant que le fait que nos institutions politiques vont demeurer budgétivores, tant qu'il y aura toujours des inégalités, on peut voter, on peut atteindre 100 milliards et puis peut-être faire 100% dans l'exercice de ces budgets, mais après on se rendra compte que les grands publics, les peuples congolais sera toujours en train de se lamenter. Les combats aujourd'hui, ce n'est pas que chaque année nous puissions le voir, on acclame. Prenons par exemple, il y a plus de moyens aujourd'hui alloués au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avons des défis réels. Nous connaissons aujourd'hui la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont des conflits qui ont commencé il y a longtemps et voilà, ça fait près de 30 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit, bon voilà, chaque année, on est en train d'augmenter de moyens pour les secteurs de la défense et des sécurités, ça on acclame. Je viens d'évoquer l'histoire des budgets programmes. Plusieurs experts sont d'avis que ces budgets programmes pourraient également aider en termes de la gestion de la République ou encore en termes de l'efficacité de l'action gouvernementale. Ça également nous acclamons. J'évoque également la volonté du gouvernement d'investir davantage. Parce qu'hier on s'est dit, bon voilà, si on continue d'investir, parce que je crois qu'il y a augmentation en termes d'investissement de 54%. Moi que je m'abuse en termes de chiffres, je crois on constate qu'il y a accroissement des investissements, ce qui va entraîner bien évidemment comment est-ce qu'on appelle, la poursuite des grands travaux, des grands chantiers. On a aujourd'hui le programme de développement local de 145 territoires, on a les chantiers du port en eau profonde des bananes, il y en a plein. On peut élargir notre réseau routier ou encore ferroviaire. Oui, ça permet à ce que l'État, l'action gouvernementale soit, comme je l'ai dit, beaucoup plus efficace. Mais il faut tenir compte de l'aspect que j'ai souligné un peu plus tôt. C'est-à-dire que il faudra, c'était notre défi, un défi de taille pour le gouvernement Sama Lukonde, voir comment réduire les inégalités. Parce qu'on ne peut pas comprendre c'est-à-dire que les différences en termes de paiement même des agents publics de l'État. C'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire il faudra vraiment marteler. Oui, mais il faudra résoudre la question des inégalités. Et puis, surtout également, un autre problème, un autre défi de taille pour le gouvernement congolais, c'est les caractères budgétivores de nos institutions. On va d'ailleurs en parler lorsqu'on parle du dépassement budgétaire. C'est-à-dire nos institutions politiques sont budgétivores. Ça consomme beaucoup. Je crois que même les experts, même les gouvernements les disent souvent, voilà, il faut réduire les trains de vie des institutions publiques, ainsi de suite. Mais jusque-là, on chante, on dit, voilà, il faut réduire chaque année, toutes les années. Le train de vie, mais également, est-ce qu'il ne faut pas également réduire le nombre de ministères qu'il y a en République démocratique du Congo? Mais quand on dit, mais ce sont des aspects à mettre sur la table, à déposer sur la table. Mais quand on dit qu'il faudra réduire les trains de vie des institutions, on voit la taille du gouvernement. Si vous avez une cinquantaine de ministres, vous savez ce que ça fait. Les cabinets, ainsi de suite. Vous avez l'Assemblée nationale où les députés nationaux eux-mêmes se donnent la part des lions. On évoquait ici 21 000 dollars le mois, c'est-à-dire salaire combiné avec des invisibles et d'autres avantages. Aujourd'hui, vers la fin de la législature, on parle de 35 000 dollars. Ce sont des chiffres qui arrivent. Vous voyez qu'on est en train d'accroître les revenus pour les députés nationaux. D'ailleurs, je suis étonné, j'ai vu il n'y a pas longtemps Daniel Safouin, des députés nationaux, appeler à l'aide alors qu'il est malade. Voilà, il appelle à l'aide, mais moi je me dis qu'il gagnait 21 000 dollars les mois, mais je me suis dit que ça c'est quelle comédie ça. Ça dit qu'il gagne 21 000 et puis il y a des palissades. Mais il faut savoir également que ces gens-là, la population amène à tout moment leurs problèmes. Il faut résoudre la population. Mais ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas aux députés nationaux de résoudre les problèmes de la population. Il faut entretenir ces électeurs. Ils ont un travail à faire. Ça, vous évoquez la corruption. Comment entretenir? Comment? C'est-à-dire ils ont un travail à faire. Leur travail est connu et la question est réglée par la loi. C'est-à-dire ils savent, eux, ils viennent devant les électeurs comme des bons samaritains. Voilà, et surtout ils se battent pour eux-mêmes. Quand ils sont à l'Assemblée, ils se battent pour eux-mêmes. En fin de compte, ils ont des revenus faramineux et la population pauvre qui regarde, ils courent vers eux pour tendre la main. Mais vous pensez que les électeurs tendent la main parce qu'ils ont envie de tendre la main comme ça? Parce qu'ils n'en ont pas. Donc par manque, par nécessité, par manque. Voilà, justement, c'est indigne. C'est d'ailleurs indigne à les demander à tout moment. C'est-à-dire que moi, je voudrais aujourd'hui insister sur le fait que
question des inégalités doit être résolue. La question de la réduction des trains de vie d'institutions doit être réelle. On ne peut pas continuer à chanter cela à tout moment. Sinon, on peut avoir 100 milliards de dollars aujourd'hui. On peut atteindre 100 milliards en termes des prévisions budgétaires. 100 milliards, 200 milliards, pardon. Mais si la question n'est pas résolue, il y aura une classe déjà extrêmement riche et une autre classe déjà profondément pauvre. Et ça, c'est un couac. Mais Tony Antoine Dibendila, est-ce que revoir cela, ça sera facile? Puisque nous savons, plusieurs ministres ont été députés. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont leurs suppléants qui sont là. Est-ce que apporter une telle loi au niveau de l'Assemblée nationale, ça serait facile à voter aujourd'hui? Mais c'est l'égocentrisme, justement. Ça ne sera pas facile parce que ceux qui doivent discuter autour de ça, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un de réduire la taille de sa propre poche, c'est compliqué. Il doit faire preuve des hommes et des femmes d'État, prendre l'intérêt du plus grand nombre et mettre en avant. Voilà, mais parce que c'est à eux, c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Aujourd'hui, on parle du projet de budget. On parle du projet de budget exercice 2024, qui est chiffré à 16 milliards 300 millions de dollars. C'est-à-dire en francs congolais, c'est 40 400 et quelques milliards de francs congolais. Vous voyez, on parle de ça, et puis les projets est déposé à la commission économie et finances de l'Assemblée nationale pour, ils l'ont bien dit, enrichissement et approfondissement, approfondissement ou enrichissement. Mais c'est là que les problèmes vont se poser, c'est là que les gens viendront discuter autour de ces projets-là. C'est là qu'il y aura la taille, ils vont organiser les choses, voilà, on fait ceci et cela. C'est à partir de là, mais quand on dit enrichir ou approfondir, mais c'est réfléchir autour de ces documents-là et faire sortir les documents qui les conviennent. Or, s'ils étaient là, les élus, on estime qu'ils sont là au nom du peuple. Mais s'ils travaillaient vraiment au nom du peuple, je crois qu'ils vont commencer à regarder des vrais problèmes en face. Ça ne va rien représenter auprès de cette population. Égide Ngwene, quels sont, parlez-nous, des indicateurs d'un budget en augmentation? Mais avant cela, répondez d'abord à cette question en comparant le budget 2022, 2023, 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre budget est réellement augmenter, vous en tant qu'économiste? Déjà, je disais au départ, disons au départ qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? On a commencé avec un budget de 11 milliards, sans effort. En 2022. En 2022. Ça va, avec un budget de 11 milliards, on arrive en 2023, on a un budget de 14 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Vous voyez un peu. Et on arrive en 2016, nous avons un budget de 16,6 milliards, presque 17 milliards, disons 16,76 milliards. Mais déjà, on quitte de 11 milliards à 14 milliards. Mais si je dis qu'il y a un couac, c'est-à-dire que je vois les efforts qui sont en train d'être faits par l'IGF. Vous voyez un peu, il y a la Cour de compte qui est en place. Il y a beaucoup d'institutions qui gèrent sur le bon fonctionnement, soit qui gèrent sur qui veillent sur comment gérer les deniers publics, comment gérer les finances publiques. Et on sait carrément voir que même ceux qui gèrent l'argent ne savent plus mettre la main comme ils faisaient dans les temps. Moi, je m'attendais à un budget de 20 milliards. Je m'attendais à un budget de 20 milliards. Parce que si je prends de 11 milliards à 14 milliards, c'est presque 30%. Vous n'êtes pas dans la gérance. Qu'est-ce qui vous pousse? Mais les chiffres disent tout. Vous quittez, avant on avait un budget de combien pour arriver à 11 milliards? C'était à combien? 7 milliards ou 6 milliards, si je ne m'abuse pas. Quels sont les efforts qu'ils avaient fournis pour quitter de 7 ou bien de 6 à 11 milliards? Je crois 4 milliards, disons 4 voilà. Je prends seulement 6 milliards. J'ai un exemple, on avait 6 milliards. Quels sont les efforts que le pays avait fournis pour quitter de 6 à 11 milliards? C'est presque 50% d'augmentation, plus de 50% d'augmentation. On quitte maintenant 11 à 14. Comment on peut quitter 14 à 16? Vous ne trouvez pas que c'est impossible? Vous ne trouvez pas que ça ne s'explique pas? Parce que maintenant là, on a tout est en marche. Toutes les institutions, toutes les institutions qui veillent sur le bon fonctionnement de finances publiques sont en marche. J'ai toujours donné le cas du travail que fait l'IGF. Il est là, il veille jour et nuit sur la gestion, comment bien gérer les deniers publics. Et il y a la Cour de compte qui est là. Il y a les cours et tribunaux qui fonctionnent. Si vous mettez vos mains dans le denier public, on vous arrête. Je suppose que l'argent de l'État est canalisé. Je pense que le recette de l'État, c'est déjà coulé, c'est canalisé. On ne sait pas, je ne sais pas dire qu'il y a vol, il y a ceci, il y a cela. Or, vu que les recettes sont canalisées, on devait quitter les 14
À 20 milliards. C'est que la canalisation ne se fait pas bien, ou alors on peut dire aujourd'hui que l'IGF a encore du mal à bien faire son travail. Moi, je pense que comme le budget est maintenant au niveau des commissions PAJ, on continue de mettre la main dans la poche de l'État. Au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'ils vont bien faire leur travail pour voir ce budget qu'ils ont dit recevable à la hausse. Parce que maintenant, avec tout ce qui se passe comme imprévu, je prends un exemple. On a eu à vivre le Covid-19. C'était un imprévu. Il fallait mettre la main quelque part pour résoudre le problème. Et puis, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a multiplié les entreprises publiques. Les entreprises publiques, il a créé beaucoup de fonds, beaucoup de choses qu'il a dit à mettre en place. Et tout ce qu'il a mis là, ça doit fonctionner avec quoi? Avec le budget de l'État. Avec un budget de 14 milliards, de 16 milliards 600, et avec 16 milliards 600, et avec tous les efforts qui sont en train d'être faits maintenant, je vois mal qu'on parle d'une augmentation. Ça, c'est comme si on a stagné. Okay. Ça, c'est une stagnation. Ça n'a pas vraiment bougé. Parce que si on quitte de 11 à 14, ça peut s'expliquer. Mais comment on doit quitter de 14 à 16? Et pour vous parler de 24% d'augmentation. Vous voyez un peu là où ils ont stagné. C'est-à-dire que moi, je m'attends à un budget de 20 milliards. Comme ils sont, ça se trouve d'abord au niveau des commissions PAJ, je pense qu'ils vont réagir en toute responsabilité à la hausse. Le budget doit être vu à la hausse. Le budget doit être revu plutôt à la hausse, plus que le 16,6 milliards, puisque nous parlons déjà d'une hausse d'un budget qui a été déjà revu à la hausse. Vous voulez que ce soit plus que ça? Plus que ça. Ils doivent faire quoi pour atteindre justement à ce niveau ici? Nous supposons les députés ne sont pas des petits enfants. Nous supposons que le Premier ministre a eu à avoir tous les contours si on se pour pose réaliser la question, ce budget. Le financement interne et le financement externe. Vous trouverez que l'écart, le financement interne c'était de combien? J'ai dégagé ça quelque part. Le financement interne c'est de 24 milliards 550 francs congolais. Et le financement interne c'est 11 milliards 920 francs congolais. Ouais, plutôt le financement externe c'est 11 milliards. 11 milliards. Interne c'est 24 milliards. Ça on prend 24. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que si on compare le budget ici de 24 milliards, on prend ça parce que l'année passée c'était 32 milliards. Vous comprenez un peu? 24 milliards c'est presque 12 milliards de dollars. Hein? 12 milliards quelque chose de dollars. 11 milliards c'est presque... ici, voilà, on calcule encore sur le montant et qu'on sort. C'est presque 3 ou 4 milliards, quelque chose, c'est ce qui fait 16 milliards. Voilà. Vous voyez un peu, c'est comme si 4 milliards viennent de l'extérieur et 12 milliards viennent de l'intérieur. Est-ce que vous êtes sûr qu'au moment où nous sommes, la RDC est né seulement en mesure de nous produire que 12 milliards de dollars? Voilà, Égide Ngouene, pour le moment en tout cas, ces budgets au niveau de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale pour encore des études ou des examens approfondis dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui va nous prouver que notre budget a été revu à la hausse? Là, on parle de la population. Est-ce que ce budget peut avoir également des effets d'entraînement sur l'inflation, par exemple? On ne va pas parler ça en termes d'inflation. Quand il y a hausse de budget, c'est pas toute la population dans son ensemble qui va palper qui va le ressentir. Mais il y a ceux qui vont le ressentir directement et d'autres vont le ressentir indirectement. C'est-à-dire comment? Quand il y a hausse de budget, les gens qui bénéficient d'abord de la hausse, ce sont d'abord les fonctionnaires de l'État. Ils vont constater que dans leur enveloppe salariale va augmenter. Voyez, ça va gonfler. Du coup, lui, il bénéficie. Maintenant, indirectement, une fois que l'enveloppe salariale augmente, lui, il va recevoir son salaire, il va descendre à la maison. Il va acheter, il va multiplier les achats. Même le petit vendeur va aussi constater que oui, en tout cas, on a payé les gens. Cette semaine, j'ai eu à vendre. Effectivement, bon, on est en circulation. Et puis, bon, les gens maintenant achètent. C'est ça comme la population va le ressentir, mais indirectement. Mais ceux qui vont ressentir en premier lieu, ce sont d'abord les agents et fonctionnaires de l'État. Parce que leur enveloppe salariale va augmenter. Voilà.
parlez-nous un peu de la principale règle dans la gestion du budget, avant qu'on parle du dépassement budgétaire, parce que ça devient finalement ces cancers qui a du mal en tout cas à être guéri en République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu de la principale règle dans la gestion du budget. Je vais revenir dans ça, mais je voulais un peu compléter un élément sur ce que vient de dire M. Tony Antoine et mon co-débat, c'est-à-dire que il a soulevé la problématique des inégalités. Mais déjà, le budget, c'est comme s'il a tenu compte de ces inégalités. Le fait déjà d'allouer 12% dans le secteur agricole, ça peut résoudre le problème des inégalités. C'est-à-dire comment? Le secteur agricole, à lui seul, il peut embaucher plus de... Je ne sais pas chiffrer, mais il va embaucher beaucoup de Congolais. Mais également la question de savoir est-ce qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée à Kinshasa, également c'est une question. On ne va pas importer la main-d'œuvre là. La main-d'œuvre ne sera pas importée. La main-d'œuvre aussi est qualifiée. Nous ne parlons pas des petits agriculteurs. Nous avons l'université de Kinshasa qui a une grande faculté d'agronomie. Nous avons l'INERA au niveau du Bas-Congo. À Kisangani, je pense qu'ils organisent une faculté d'agronomie. Nous avons des experts, des ingénieurs agronomes qui sont des nationaux et qui ne sont pas des gens qu'on va importer. En termes de main-d'œuvre, la main-d'œuvre est là. Est assurée. Mais ils vont résoudre la problématique des inégalités à une seule condition, s'ils font de l'agriculture qu'on appelle l'agriculture intensive, c'est-à-dire l'agriculture en grande échelle. C'est-à-dire si on ne fait pas de petites agricultures où on fait l'agriculture de surbriller, non, on fait l'agriculture en grande échelle, c'est à ce moment-là qu'on va résoudre la problématique des inégalités. Donc, je pense que le budget a tenu compte de la question des inégalités. 12% du budget de l'État alloué au secteur agricole, c'est quand même c'est quelque chose d'innovant. Vous voyez un peu. Et je vous rejoins quand vous avez dit qu'ils ont alloué 3% dans le secteur de la recherche. C'est peu, mais c'est quand même un pas que le gouvernement a pu faire. Ça ne représente absolument rien. C'était les 3% du budget des temps et qu'ils ont amené ça au niveau du secteur de la recherche. Mais au niveau de la santé, c'est combien de pourcents? Au niveau de la défense, c'est combien de pourcents? Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que la question des inégalités, s'ils mettent du sérieux réellement, ça sera résolu. Voilà. Maintenant, pour bien, la question c'était comment faire. Quelle est la principale règle dans la gestion du budget? Mais la principale règle dans la gestion du budget, pour bien gérer, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Pour bien gérer, il faut connaître vos ressources et vos dépenses. Pour bien gérer. Parce que le budget respecte, il a au moins plus de 6 principes qu'il respecte. Mais je ne parle pas en termes de principes. Mais pour bien gérer, vous devez d'abord connaître ce que vous avez comme ressources et ce que vous avez comme dépenses. Ça, c'est un premier élément. Connaître ce que vous avez comme ressources et ce que vous avez comme dépenses. Ensuite, établir maintenant un budget. Vous allez dire maintenant, comme j'ai ça comme ressources, j'ai ça comme dépense, maintenant je dois établir. Mais il faut éviter, lorsque vous établissez votre budget, il faut éviter que votre solde budgétaire. Le solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes et quoi? Et les dépenses. Il faut éviter que le solde budgétaire soit comment? Négatif. Ça va? Quand on parle de la négativité là, c'est-à-dire elle est négative lorsque les recettes sont inférieures à quoi? Aux dépenses. C'est-à-dire qu'il y en a ce qu'on a amassé comme ressources, ce qu'on a récolté comme impôts. Quand on dit recettes de l'État, ce sont les impôts et taxes. Ce que l'État a amassé comme impôts et taxes, ça va par rapport aux dépenses qu'il a vis-à-vis du tiers. C'est-à-dire que les impôts et taxes ne lui permet pas de faire face à ces dépenses. À ce moment-là, le solde budgétaire est comment? Négatif. Vous voyez un peu, il est comment? Négatif. Or, si vous avez un solde budgétaire positif, c'est-à-dire que les recettes sont inférieures aux dépenses. C'est-à-dire que plutôt les recettes sont supérieures aux dépenses. Là, le budget est excédentaire. C'est à ce moment-là que le pays peut faire face aux réalités. Soit le budget aussi peut être en équilibre. Je dis, vous devez d'abord connaître ce que vous avez comme ressources et les dépenses que vous en avez. Éviter que les ressources soient inférieures à quoi? Aux dépenses. C'est-à-dire qu'il faut produire plus. En plus, il faut maintenant fixer les objectifs. C'est à ce moment où nous sommes. Vu qu'on ne sait pas fixer les objectifs, c'est alors beaucoup que nous tombons dans les dépassements. Nous tombons dans le dépassement budgétaire. Donc, il faut respecter. Il faut respecter. Vous savez que j'ai ça comme dépense, j'ai ça comme recette.
Voyez un peu. Et quand je dégage ce que j'ai comme dépense, avec ce que j'aurai comme argent, comme recette, l'argent là va me permettre de payer mes dépenses et puis de rester avec quelque chose. Gilles Ngwene, est-ce que c'est normal qu'il y ait dépassement budgétaire dans nos institutions aujourd'hui? Mais dépassement, c'est le fait d'avoir le dépassement, c'est pas normal. Parce que le budget, quand il est alloué plutôt, le budget, disons, quand il est voté au niveau de l'Assemblée nationale, il est voté en fonction des secteurs. Le budget, à deux fois, le budget est national, mais chaque secteur, sectoriel. Vous voyez un peu, chaque secteur a son budget. Le budget qu'on vous a alloué là, si c'est trimestriel ou bien annuel, mais il faut l'utiliser, et en bon escient, il faut l'utiliser avec beaucoup de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Le budget peut-être qu'on alloue dans tel secteur, le ministre va consommer tout cet argent, et jusqu'à ce qu'atteindre les dépassements budgétaires. Essayez un peu d'expliquer aux Congolais qui nous suivent. On vous donne un nombre connu que vous allez utiliser pour vos dépenses et consorts, mais d'où vient alors cet argent où il y a dépassement? Est-ce que les Congolais peuvent un peu comprendre comment ça se passe? Vous venez de dire avec une explication simple. On alloue 3%, on alloue 3% à la réserve scientifique, à la recherche scientifique plutôt. On vous donne le 3%, vous devez utiliser cela. Mais lorsqu'on parle du dépassement budgétaire, d'où vient le surplus là? Est-ce qu'il y a toujours un montant qu'on prévoit du surplus? Comment ça s'est passé? C'est un peu d'expliquer aux Congolais. Quand le budget est voté, on tient compte des imprévus. Vous voyez? Et chaque ministère a un quota, s'il faut le dire. Il a un montant pour le fonctionnement de son ministère. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le ministre et son cabinet, ils vont s'arranger à consommer cet argent-là. Parce que quand est-ce qu'il y a dépassement? Parce que vous allez vous rendre compte que, vu que le ministre et son cabinet consomment cet argent, et si vous posez la question aux agents et fonctionnaires de l'État qui travaillent au sein de ce ministère, ils vous diront que notre prime n'a pas augmenté. Notre salaire non plus n'a pas changé, même le transport qu'on nous donne n'a pas changé, mais on ne comprend pas quand vous nous parlez d'où provient ces dépassements. Or, le dépassement, c'est toujours dans les cabinets des ministres. Maintenant, le dépassement, c'est quoi? Dépassement vient du verbe quoi? Ça s'entend déjà, voyez un peu, voilà. Voyez un peu. Mais dépasser quoi? Le ministre a des urgences. Le ministre demande l'argent. Le ministre ne gère pas l'argent. L'argent de l'État est géré par ce qu'on appelle, est géré au niveau du trésor public, qui est géré au niveau de la banque centrale. Il y a un directeur chargé des trésors publics. Mais le ministre est dans le besoin. Il fait une analyse de besoin auprès du Premier ministre qu'il a besoin d'argent. Le Premier ministre prend cette analyse, il envoie ça au ministère de Finances ou de Budget, et on sort l'argent au ministère de Finances. On sort l'argent au niveau du trésor public. Après, on va comptabiliser ce qui a été prévu pour son ministère, et ce qu'il a consommé en dehors de ce qui a été prévu. Parce que on ne va pas arrêter le fonctionnement d'une institution parce que le ministre a atteint un dépassement. Les problèmes majeurs, c'est d'éduquer le ministre. Moi, je pense qu'il faut qu'on organise des formations, comment gérer le bien. Puis moi, les ministres doivent gérer le bien public, doivent gérer l'argent de l'État. Ils le gèrent très mal. Trop, même s'ils font le dire. Ils multiplient des missions, ils multiplient de réunions, ils multiplient des ateliers. C'est ce qui fait qu'ils atteignent le dépassement. Voilà, Tony Antoine Dibendila, Gilles Ngwene dit ce n'est pas normal qu'il y ait à chaque fois dépassement budgétaire dans nos institutions. Êtes-vous d'avis? Vous savez, sur cette question des dépassements budgétaires, vous avez fait une comparaison là qui a tout son sens. Vous l'avez considéré comme un cancer pratiquement qui est devenu pratiquement incurable chez nous. Vous savez, à chaque fois qu'on évoque la question du dépassement budgétaire, je pense à l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete. Et là, il y a un certain moment, il y a un grand débat autour des dépassements budgétaires. Il a donné des explications beaucoup plus claires. Alors, il a expliqué, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette question à tomber dans les dépassements budgétaires abusifs? Il faudra déjà souligner, ailleurs aussi il y a des dépassements, mais ils arrivent quand même à les maintenir en dessous des 10%. Oui, ils arrivent à maintenir en dessous des 10%, mais nous ça va jusqu'à plus de 50% parfois. Oui, c'est-à-dire que on exagère, mais comment est-ce que ça se passe? Les premiers éléments ici, en tout cas je les dis sous contrôle de l'inspecteur général des finances, je les réponds ici en tout cas. Les problèmes se trouvent à quel niveau? Il y a non-respect de la procédure
budgétaire. C'est-à-dire il n'y a aucun respect à ce niveau-là. Vous voyez une institution budgétisée qui vient, qui fait une demande, voilà, nous avons besoin de tant d'argent. C'est le ministère des Budgets qui va analyser cette demande. Le ministère regarde dans les quotas réservés à cette institution et il étudie les dossiers, il envoie au ministère des Finances et le ministère des Finances va décaisser de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de panoplie de dépenses d'urgence. C'est-à-dire que vous voyez un ministère qui arrive, au lieu d'aller poser de problème au ministère des Budgets, il contourne le ministère des Budgets pour aller directement au ministère des Finances. Et le ministère des Finances, après pression, le ministère des Finances va décaisser de l'argent. C'est pourquoi on tombe facilement dans des dépassements budgétaires. Ça, c'est une explication nette signée Gilles Ali. Mais comment expliquer? Mais pourquoi les gens ne respectent pas cette procédure budgétaire? Pourquoi les gens ne partent pas auprès du ministère des Budgets? Ils apportent des voilà, on a besoin devenu comme un top, comme d'urgence. Mais je te dis, c'est quelque chose de voulu. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose, oui, de voulu. Si c'est devenu vraiment une sorte de business. Si on contourne les ministères des Budgets, c'est-à-dire on ne sera pas assez tracé. Et on part au ministère des Finances. Il faut toujours parler au conditionnel, hein? Mais oui, mais je l'ai dit. Non, mais je vous dis, l'explication que je donne ne vient pas de moi. L'explication que je donne ne vient pas de moi. Le ministère des Budgets est contourné. Mais les vidéos est là et tout. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. On contourne les ministères des Budgets, on part faire pression au ministère des Finances. Après pression, le ministère des Finances décaisse de l'argent. Et à ce moment-là, après on va se rendre compte que telle ou telle autre institution a dépassé son quota réservé dans le budget général. Oui, dans le budget général, les budgets réservés à cette institution, et on tombe dans ces cas, Tony Antoine dans les dépassements. Que doit faire l'État justement pour endiguer cette situation? C'est clair, il faut respecter la procédure. Il faut respecter la procédure et il faut faire des... C'est-à-dire, il faut faire des notes mieux. En fait, toutes les parties doivent faire de leur mieux pour que là, vous accusez le ministre des Finances. Mais ce n'est même pas moi qui l'a dit. C'est l'inspecteur général des Finances lui-même qui l'a dit. Il l'a dit publiquement. Donc, s'il faut indexer quelqu'un dans cette histoire de dépassement budgétaire, c'est le ministère des Finances. Effectivement. Il l'a dit. C'est le ministère des Finances. Parce que, en fait, ça dit que aujourd'hui, tout le monde doit respecter la procédure. On doit faire de notre mieux pour maîtriser la procédure budgétaire et surtout éviter à ce qu'à chaque fois qu'on contourne les ministères des budgets, que les gens partent au ministère des Finances faire pression et le ministère des Finances va céder. En fin de compte, on se rend compte, et voilà, il y a des passements à l'ordre de 100%, à l'ordre de 200%, et puis quand on consolide les chiffres, on dit voilà, on a fait un dépassement global de 50%, de 70%. C'est trop. Mais je dirais comme s'il y a un réseau derrière qui souhaite qu'il y ait des dépassements budgétaires comme ça, et il y a des pourcentages comme l'a souligné le professeur Gide, qu'il y a derrière, il pourrait y avoir des gens qui vont bénéficier, il y a des pourcentages, ainsi de suite, voilà, venez, on va faire des magouilles, c'est-à-dire des histoires qui n'ont aucune raison d'être. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, il faudra, tant que, voilà, on revient, c'est pourquoi je dis on revient au même, mais tant que ces mécanismes-là ne sera pas résolu, on peut avoir les budgets tels que votés là. On a les budgets, on en discute, voilà, c'est 16 milliards, pour tel secteur nous allons louer autant, pour tel autre on va louer autant, et il y a des gens qui vont contourner les ministères des budgets pour aller avoir l'argent au ministère des Finances, et là-bas on ne sait pas calculer, après on finance, ainsi de suite, et on se rend compte en fin de compte, à la fin et tout, qu'on a dépassé, que tel ministère a dépassé à l'ordre je ne sais de combien, et tel autre ministère a dépassé à l'ordre de je ne sais quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour endiguer cette situation, il faut respecter simplement la procédure et être rigoureux dans la gestion des finances de l'État. Voilà, il faut être rigoureux dans la gestion de finances de l'État. On va changer de chapitre dans cette émission. Cette fois-ci, on va parler sans obtenir l'audition du fichier électoral. Martin Fayulu dépose sa candidature à l'élection présidentielle. Tony Antoine Dibendila, n'est-ce pas qu'il a trahi ceux-là qui l'accompagnent? Ils avaient quand même foi en lui. Il prend la décision, on ne postule pas. Aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il a déposé sa candidature. Est-ce, n'est-ce pas là,
trahir ceux qui vous ont accepté et qui vous accompagnent? En fait, Martin Fayulu a été confronté à une perspective politique du vide. On dit voilà, on n'ira pas aux élections. Si la Commission électorale nationale indépendante ne répond pas à nos exigences, s'il n'y a pas audit du fichier électoral par une institution indépendante étrangère ou internationale, ainsi de suite, crédible, mais quand on ajoute les termes crédibles, c'est-à-dire crédible à mes propres yeux, il n'y aura pas, parce qu'on le sait, la CENI a convoqué des experts internationaux qui ont audité les fichiers électoraux, les gens semblent l'oublier. Mais Martin Fayulu a exigé, lui, qu'il y ait un audit par une institution internationale crédible. J'insiste, quand on ajoute les mots crédible, c'est-à-dire une institution qui est crédible à ses yeux. Et voilà, au cours d'une adresse solennelle, il dit... Le président de la République élu. Voilà. Il dit, je ne vais pas me présenter, et même mes cadres et ceux qui m'accompagnent, ceux qui veulent concourir aux élections, ils ne vont pas déposer leur candidature. Nous avons vu, il y a eu quelques désapprobations, telles que le député national Ado Dombassi qui est parti, a directement rejeté cette prise de position de son président et décidé Martin Fayulu. Et voilà aujourd'hui. Les fidèles ne l'ont pas fait. Hein. La réalité, Ado Dombassi, c'est un infidèle. Mais on ne peut pas m'amener à l'abattoir. Je ne suis pas la vache. Mais non, oui, je ne suis pas une vache, c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est de la politique. Mais quand je me rends compte, c'est-à-dire que chacun a ses ambitions politiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il est confronté à rien, il a les vides. Ce sera quoi les lendemains, c'est son avenir politique? Il rétropédale alors que la CENI n'a pas cédé à ses exigences, même pas une seule exigence. Il avait plusieurs exigences, même l'audit citoyen exigé par l'église catholique et l'église protestante. Il avait dit si, mais oui, mais Martin Fayulu disait voilà, il faut accéder à cette demande-là des églises. Il avait une litanie des exigences. Même pas, je vais atterrir, même pas une seule exigence n'a été prise en compte par la CENI. Et voilà, Martin Fayulu se réveille un bon matin. Il dit, et voilà, c'est Lamouka. Maintenant, ce n'est plus décidé. Maintenant, c'est Lamouka qui veut faire de moi candidat président de la République. Il est bien d'accord. Et voilà, du coup, il y a certains dans les états-majors de celui qui a été son compagnon il n'y a pas longtemps, Moïse Katumbi, qui tire sur Fayulu cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe, ou s'il faudra donner du crédit. D'ailleurs, la Mouka, s'il faudra donner... Qu'est-ce qui reste encore de la Mouka je ne sais pas s'il faudra donner du crédit à certaines rumeurs qui courent et qui disent, voilà, il y aurait des échanges entre les pouvoirs et Martin Fayulu. Mais donc, aujourd'hui, Martin Fayulu a démontré une fois de plus qu'il ne peut pas être constant. Et donc, il a sacrifié ses siens, les princes Penge et les autres, ceux qui les suivent, les Devos Kitoko. Maintenant, il commence à vouloir faire pression pour que la CENI mais il les a pas sacrifiés totalement. Mais oui, mais ils demandent d'accord à la CENI d'ouvrir ou d'accepter la demande de tous ceux qui l'accompagnent. Donc, il ne le sacrifie pas totalement. La CENI a un calendrier. Rien ne prouve que la CENI va céder aux caprices de M. Fayulu. Rien du tout. Est-ce que c'est rétropédalage? Mais oui, mais tout à fait. Il ne sait pas tenir sa propre parole. Mais quand on n'arrive pas à tenir sa propre parole, on dérobe à sa propre parole et dans un temps éclair. Mais vous voyez, c'est vraiment ça, je ne sais pas quel genre de stratégie politique. Voilà, et moi, je voudrais dire ici qu'il s'est tiré une balle, qui s'est tiré une balle, lui Fayulu, et on ne sait pas avec quelle crédibilité il aura en allant aux élections face à Félix Tshisekedi qui réunit ses états-majors et qui est en bonne position. Voilà, et nous sommes en politique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'imaginer qu'il y a des enjeux politiques qui ont téléchargement lorsque Martin Fayulu change quand même sa manière de voir de choses en ce qui concerne les élections? Madame Betty,
la question de Fayoulou, il faut vraiment bien réfléchir. Fayoulou ne fait que démontrer son inconstance dans tout. Dans tout. Dans tout. Voilà. Il se dit président élu. Où sont ses électeurs? Où sont les résultats qu'il avait entre les mains pour dire qu'il était? Mais Nanga l'a soulevé, hein. Nanga l'a quand même donné raison. Nanga l'a soulevé. Qu'est-ce qui prouve Nanga n'est pas que Nanga crédible. dit est crédible? Lui-même, il n'est pas crédible. Nanga fut le président de la CENI. Il n'est pas crédible. Maintenant, il faut se hein. poser qu'est-ce qui le pousse à Il dire n'est pas ça? crédible. Aujourd'hui, Ça, c'est le fait d'être perdant. Nanga, c'est sans qu'il est perdant. Fayoulou, je ne sais même pas comment. Il s'est dit qu'il est président. Il dit, je ne suis pas contre Fayoulou. Vous savez ce qui s'est passé comment? Fayoulou a pris le luxe de déstabiliser ses amis. Où il y avait le groupe de 4, il y avait Matata, il y avait Denis Sanga, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Fayoulou. Fayoulou se réveille un bon matin après avoir s'enrôlé. Il s'est fait d'abord enrôler parce qu'il savait qu'il allait postuler. Et après avoir s'enrôlé, il se réveille un bon matin, il dit non, moi je ne veux plus postuler. Et son parti se retire aussi dans le groupe de La Mouka. non, pas la Mouka. Son parti s'est décidé. Il a fallu un parti, il n'a qu'un seul député au niveau de l'Assemblée nationale. Son parti s'est décidé. La Mouka, c'est un regroupement. Voilà. Quand vous dites qu'il s'est retiré pour dire que lui ne va pas postuler, vous parlez dans le cadre de la Mouka où nous voyons M. Moïse Katumbi même quand ils se sont réunis la dernière fois, c'était même pas dans le cadre de la Mouka. Voilà, c'était dans le cadre de son parti. Non, là, il était allé au nom du cadre de son parce qu'il n'engage pas la Mouka. Voilà. La Mouka, il y avait plus de 3 ou 4. Ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, c'est la Mouka qui veut faire de la Mouka. Il se rend compte pour avoir la popularité, il doit s'accrocher au nom de la Mouka. Mais lui n'est pas lui. Un nom d'ailleurs qui a été donné par Félix Tshisekedi. Et puis il faut lui dire qu'il est instable, inconstant. Je ne sais pas trop dire, mais je regrette de Fayoulou. Beaucoup de gens l'ont fait confiance, mais aujourd'hui les gens sont dessus. Commencez d'abord par le membre de son propre parti politique. C'est le moment où les autres cherchent à se retirer, à intégrer notre parti politique, où ils peuvent bien. Mais nous sommes en politique, on ne sait pas qu'est-ce que cacherait justement ces rétropédalages. Hein. Nous sommes en politique. On est en politique, on sait que les gens disent que il y a un rapprochement entre Fayoulou et le pouvoir en place. Je ne sais pas le dire tout haut, ça c'est dit. Mais le comportement de Fayoulou prouve à 100% qu'effectivement, il y a un rapprochement. Le fait de se retirer et de dire qu'il ne va plus postuler, il se réveille un bon matin. Il se dit que je vais postuler. On est où là? Où sont ses électeurs? Il a dessus le gens, tu reviens. C'est sur base de quoi qu'il dit qu'il va postuler? Lorsqu'il demande à la CENI d'accepter également la candidature de ce député provincial et national, mais la CENI a un calendrier. La CENI est obligée d'accepter ce rien n'oblige la CENI. On ne sait pas dire que la CENI va refuser ou pas. La CENI a un calendrier. Ou pas. On doit ouvrir la brèche. C'est quand même une figure emblématique de l'opposition aujourd'hui. Sa candidature sera actée. Ça, c'est pas un problème, sa candidature à la présidence de la République. Parce qu'il est dans les délais. Mais la CENI a un calendrier. Si la CENI accepte de rouvrir la réception des candidatures de ces bureaux, ces BRTC, ces bureaux de réception et de traitement des candidatures pour décider de Martin Fayoulou, la CENI sera obligée d'ouvrir pour les autres. Un deuxième travail, puisque même la liste définitive a été déjà... Ça va prendre du temps. Aujourd'hui, il y a même des numéros pour les candidats députés nationaux et provinciaux. Il y a même des numéros. Ils auront quel numéro? Moi, je pense qu'il a fait ça à dessein. Il n'a pas voulu que les députés qui sont dans son parti puissent évoluer politiquement. Mais comment ça, vous ne pouvez pas dire ça quand même? Mais il y a des sources. Parce que lui, il y a également des sources crédibles qui assurent. Il y a même des sources crédibles qui assurent. Mais lui, il est dans le délai, il peut postuler. Alors les députés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a même des sources crédibles qui assurent qu'il n'y avait pas assez de moyens pour faire postuler ces candidats. Parce qu'aujourd'hui, avec l'essai de recevabilité, il faut avoir un grand nombre de candidats. Paraît-il qu'il n'y avait pas assez de moyens parce qu'ils ne voulaient même pas se réunir dans des regroupements, ainsi de suite. Il y a certaines SID non plus n'a pas de moyens. Voilà, il n'y avait pas de moyens. Il a quand même des sources de revenus. Il sera l'unique candidat décidé. C'est-à-dire candidat président de la République. Prenons aujourd'hui, prenons par magie, si Martin Fayoulou était élu président de la République, par magie, qu'est-ce qu'il pourra faire?
Sans député. Sans député. Il a dit qu'il va travailler avec les députés qui seront là. Mais ce ne sera pas sa majorité. Il aura à leur faire changer. Ça ne sera pas sa majorité. Il va refaire ce que Félix Tshisekedi avait fait. Il a accusé Félix Tshisekedi de travailler dans le cadre de la coalition FCC Cash. Il sera obligé de travailler avec la majorité qui sera là et qui appartiendra assurément. Moi, je pense qu'il a atteint son but. Il a atteint son, parce que dans selon lui, il pensait qu'il allait déstabiliser le groupe de 4, selon lui, en disant qu'il se retire. Mais par contre, il s'est fait déstabiliser. Il a déstabilisé son parti. Parce qu'il y avait les gens qui lui faisaient confiance qui sont partis aujourd'hui. Je ne crois pas que la CENI va ouvrir une brèche pour que ces députés-là viennent postuler. Ils auront quel numéro? Ça, c'est un groupe de travail. Matata Ponyo a déjà postulé. Si M. Faïlou a postulé aujourd'hui, il sera le deuxième dans le Moïse Katumbi va postuler. On attend également. Oui, mais il va postuler. On attend la candidature de Denis Mukwege, le prix Nobel. Qu'on n'en parle même plus. Il y a un certain nombre de candidats là qui seront battus à plat par Félix. On va finir cette émission quid de la loi Mbaou, déjà débattue aujourd'hui entre le maire de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, Tony Antoine Dibendila. Est-ce une nécessité de voter cette loi que les femmes aujourd'hui, en tout cas un grand nombre de femmes, fustigent? La proposition de loi portant modification modification du code de la famille, qu'on appelle ici loi Mbaou, comporte certains axes importants qu'il faudra en tout cas atteler dessus. Je crois que c'est déjà la commission PAJ qui est en train de... Moi, j'aimerais qu'on s'attelle beaucoup plus lorsqu'il parle de la dot et qu'on sort. Oui, voilà. Par exemple, avant d'aller dans la limite de la dot et ainsi de suite, l'histoire de limiter la durée des fiançailles. Je crois que c'est farfelu. C'est rendre non, c'est farfelu. Comment est-ce que vous allez... Comment est-ce que vous allez... Mais comment est-ce que vous allez... Vous n'allez quand même pas soutenir une fiançaille qui fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas question de soutenir ou pas. La question, c'est celle-ci. Si les deux amoureux n'ont pas eu assez de moyens pour se marier durant une année, parce qu'il limite à une année les durées de fiançailles, c'est lui Mbaou qui viendra séparer les fiancés. On va les arrêter, ou la loi, comme ils ne respectent pas la loi, ils ne se sont pas mariés durant une année, la loi viendra, on viendrait les arrêter, tel que pour réglementer la dot. Prenons par exemple, ça dit, moi je crois qu'il faudra, ça c'est quand même intéressant, nous sommes dans un contexte de précarité. Vous savez, dans un contexte de précarité, les gens par instinct de survie se mettent à exagérer, par exemple. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a chaque tribu a sa manière de faire épouser sa fille. Ses filles. Mais aujourd'hui à Kinshasa, surtout à Kinshasa, par manque, il y a, vous verrez, une famille je ne sais pas moi, des Mbandi, je prends un exemple comme ça. C'est pas par banque, c'est peut-être pour valoriser plus. Qu'on ne me pas au mot, qu'on ne me tienne pas au mot. Non, je donne un exemple, c'est un exemple. C'est-à-dire une famille prenant de Ngwaka qui veulent faire épouser leurs filles comme les Chi, par exemple, parce que chez les Chi, je ne sais pas moi, chez les Réga, on donne des comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas moi, des vaches, ainsi de suite. Ça, c'est pas logique. Ou encore, il y a dans la liste des biens en nature, vous vous rendez compte qu'on demande un groupe électrogène, un véhicule, mais ce sont des biens qui n'ont aucun soubassement dans la pratique coutumière de chez nous. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont des choses comme ça qu'il faudrait réglementer. Moi, je pense qu'ici, il y a à réglementer. C'est-à-dire, on liste les biens qu'exige chaque coutume. Chaque coutume, on le sait, les mariages ne datent pas d'aujourd'hui. Nos familles, je ne sais pas moi, il y a 100, 200 ans, et combien de milliers d'années, il y a déjà des biens qui se donnent. On liste pour chaque famille, voilà, il y a tel bien qui se donne. Après, limiter, c'est l'argent, c'est-à-dire l'argent de la dot, les frais de la dot, là, limité à $500. Moi, je crois que c'est discutable. Mais lui-même aussi, dans sa loi, il ouvre une brèche selon laquelle on peut l'homme peut donner plus
l'homme peut donner C'est à l'homme de voir. L'homme Voilà. peut donner plus. C'est pourquoi moi je voudrais, en gros, c'est-à-dire en gros, cette Chutez, proposition, s'il vous plaît, nous sommes déjà à la fin. je cite, en gros, cette proposition de loi, je crois que c'est plus symbolique. C'est plus symbolique peut-être pour rappeler aux gens le principe. Les principes, les basique. valeurs, mais certaines choses, je ne vois pas comment est-ce qu'on va les faire appliquer. Voilà, Egide Mwene, Tony a dit, en ce qui concerne la réglementation de la dot, il est pour, mais sur ce qui concerne par exemple la polygamie, il n'est pas pour. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas pour. J'ai dit, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont faire appliquer. Si un homme veut prendre une femme comme deuxième épouse, si un homme, pardon, veut prendre une femme comme une deuxième épouse, et la famille de cette femme-là accepte de prendre les biens, l'État viendra arrêter la femme, les métiers, la famille. En ce qui concerne justement la polygamie, par exemple, êtes-vous d'avis avec Tony Antoine Dibendila qui dit qu'il ne voit pas comment est-ce que cela va entrer en pratique? Madame Betty, nous sommes en plein 21e siècle. Les familles n'exagèrent pas. Mais les familles peut-être ont perdu de valeurs intrinsèques, coutumières. de valeurs coutumières, s'il faut le dire. Perdre une valeur, c'est pas le fait d'exagérer. Ils ont copié. Vous voyez un peu. Vous allez vous rendre compte. Mais si vous allez dans d'autres familles, ils respectent. Le loup respecte. Il vous met un montant, mais c'est que vous allez venir avec, ils vont prendre ça. Ils ont copié. Ça, c'est un faux débat. Ils devaient commencer par réfléchir pourquoi les mamans vendent par terre. Pourquoi les femmes, le fiançailles n'a pas de durée parce que l'amour, vous allez faire quoi? Vous allez arrêter le mariage n'est pas terrestre. Dans le mariage, Madame Betty, si vous n'êtes pas prêt, Madame Betty, qui va vous donner la date du fiançailles? Qui va donner la date pour commencer? Il faut être prêt justement. La question de mariage n'est pas terrestre, c'est une question céleste. Je peux me rencontrer avec vous aujourd'hui pour nous marier en 2040. Mais je vous dis clair. Peut-être aussi pour ne pas se marier. Peut-être aussi pour ne pas se marier. Il y a des gens qui se croisent le lundi, ils vont se marier un samedi. D'autres personnes vont se croiser le 1er janvier pour se marier le 31 décembre. Et vous voyez un peu le temps. Chacun a son expérience. C'est une question d'expérience. Il ne peut pas entrer dans l'expérience pour catégoriser, légiférer ça. Non. Le député a beaucoup de choses. Ça, c'est un débat de la rue. Si au niveau de l'Assemblée nationale, on fait passer cette loi, je comprendrai qu'on n'a pas des élus. Il y a des lois qui doivent voter. Ils doivent se poser la question. Les dames vendent par terre ici. En ce qui concerne la polygamie, là également, c'est toujours un débat. Il veut changer la forme de polygamie ou bien c'est comment? Il veut maintenant officialiser la polygamie, c'est ça? Parce que la polygamie y est déjà. La polygamie y est. C'est quoi du polygamie? Je ne sais pas, vous êtes tellement trop terrestre et deux fois j'ai pitié. Vous avez une femme à la maison. S'il vous plaît, je ne sais pas. Si vous avez une femme à la maison et que vous partez chez une autre femme, c'est une autre petite fille qu'on appelle chérie, c'est déjà de la polygamie. C'est quelle sorte de la polygamie que vous cherchez? Lorsque vous voulez officialiser ça, c'est-à-dire lorsque vous allez dans cette famille-là pour prendre lui, si je comprends, les députés Mba veut officialiser sa vie de coulisses. Il veut que ça devienne comment? Officiel. On ne dira pas ça en tout cas. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. 4 questions ont constitué le centre justement de cette émission Décrypteco. Nous avons décrypté sur le 16,6 milliards de dollars américains qui a constitué le projet de budget 2024 déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale, mais envoyé pour examen approfondi à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Mes invités ont donné leur point de vue en ce qui concerne le budget. Vous les avez écoutés, ils ont été mes invités. Egide Mwene, chef de travaux, mais également ici à l'ECOFIN, il est consultant sur le plan économique. Il est là de tous les jours, de tous les temps. Lui, c'est Tony Antoine Dibendila. Merci à vous d'avoir été mes invités pour cette émission, pour décrypter les questions, en tout cas, qui dérangent tant soit peu la population quinoise, pourquoi pas les Congolais dans son ensemble. C'en est fini. Le rendez-vous pour la semaine prochaine, autour d'autres questions, peut-être avec d'autres invités. Au revoir.